Bonjour à tous. Alors la locomotion, ça nous intéresse tous, hein, les vétos, les maréchaux. Et on va essayer de vous la présenter de manière simple, si c'est pas toujours simple. Alors on est deux hein, mais comme d'habitude, il y a plein de gens qui travaillent derrière nous. Et donc nous allons vous parler de l'influence du sol et de la ferrure des postérieurs sur la locomotion, à la fois des antérieurs et des postérieurs. Alors, je vais y arriver moi. Nos objectifs, il y en a 4. Donc c'est dans des conditions de terrain. Donc ce qu'on peut faire tous les jours, c'est tester l'influence du sol. Donc soit une carrière, soit du bitume. C'était la carrière de ma clinique et le bitume de ma clinique sur la locomotion des postérieurs et des antérieurs. Deuxième objectif, c'était de tester l'influence de la modification de l'angle plantaire sur la locomotion des postérieurs et des antérieurs. Alors l'angle plantaire, c'est quoi? C'est l'angle que fait la troisième phalange du postérieur par rapport au sol. Donc si vous levez la pince, vous diminuez votre angle plantaire. Si vous levez les talons, vous augmentez votre angle plantaire. D'accord? Donc on fait jouer ça. Hein. On lève la pince, on la descend, et puis on regarde ce qui se passe. Après, on est allé dans le sable et on a testé l'influence de différentes ferrures orthopédiques des postérieurs sur la locomotion des antérieurs et des postérieurs. Donc on a testé le fer en neuf, fer à l'envers, la pince couverte, et puis par rapport à l'acier plat. Et puis après, on est resté dans le sable et on a testé l'influence du déferrage, antérieur, postérieur ou bien des 4. Alors le plan, il est classique, hein, on va vous expliquer comment on a fait notre étude, et puis après, on vous déclinera les différents éléments et les différents résultats de notre étude. Donc je laisse la place à Denis après cette diapo-là. Donc on a utilisé 6 chevaux, 6 chevaux différents, sur lesquels on a mis des marqueurs réfléchissants, toujours au même endroit, et pour être sûr qu'ils soient toujours au même endroit tout au long du week-end, on a mis des petits coups de rasoir pour les placer toujours au même endroit. Donc à toi, Denis. Donc on a travaillé sur un terrain, premièrement sur le sable, on a délimité une longueur de 3 mètres, on a fait un couloir avec des repères fluorescents aussi. Hein. On a pris une caméra à haute fréquence, 300 images secondes, à une distance constante. Et on est passé à chaque fois 6 fois au pas, 6 fois au trot, toujours avec la même personne à la tête, autrement dit Sébastien Corr. Il a fait 40 km dans le week-end, 10 km au trot, 30 km au pas. Et donc 6 passages à chaque fois. Et donc sur le sol pénétrable, on a retapé le sol entre chaque cheval. Et voilà. Et comme il y avait une grève des intermittents des spectacles, en fait c'est Denis qui ratissait quoi. Donc, on va y arriver. Donc les différentes ferrures qu'on a testé. Hein. On a laissé le cheval d'abord toujours ferré avec un fer qu'on a considéré comme ordinaire, mais qui n'est pas du tout ordinaire puisque c'est un ACR, je ne sais plus quel numéro, mais de grande qualité. Alors, la première fois, on a donc testé les chevaux déferrés derrière, puis avec des fers Egg-Barchou postérieurs. Hein. Ensuite, avec des fers à pince couverte, branches dégagées, toujours postérieur évidemment, puisque c'est les postérieurs qu'on a changé essentiellement, fer à l'envers et fer ordinaire. On a pris un acier qui fait à peu près le même poids que les autres fers. On a essayé de rester à peu près constant au niveau du poids des fers. Ensuite, on a déferré les antérieurs et on a retesté le cheval, donc déferré devant, ferré derrière, puis déferré des 4. On a remis en place la même disposition de couloir avec les repères fluo et on a remis la caméra à haute fréquence à la même distance pour pouvoir toujours filmer le cheval de profil, toujours dans le même sens, toujours avec le même homme à la tête. Et on a testé donc le cheval ferré normalement des 4. On ne les a pas déferrés sur les sols durs pour des raisons de confort du cheval. Et puis on a mis des talonnettes en pince. Donc on a dit qu'on allait appeler ça des pincennettes. Et donc ça pour diminuer l'angle plantaire. Et puis pour augmenter l'angle plantaire, on a utilisé des talonnettes en talon, bien sûr, comme son nom l'indique. Donc voilà les passages. Donc il y en a à peu près 800. Voilà. On a fait 800 vidéos dans le week-end, oui.
Donc après, avec les marqueurs, ça nous a permis, grâce à un logiciel Imagy, de mesurer les fermetures ou extensions, donc flexion et extension des différentes articulations, autrement dit le boulet, le jarret, le grasset et la hanche sur les postérieurs. Et on a aussi mesuré les flexions et extensions des articulations des antérieures avec le même logiciel. Et on a aussi déterminé les charges globales, c'est-à-dire que tout à l'heure Nathalie nous parlait de l'air sous la courbe. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que plus vite la charge arrive et plus longtemps elle reste, plus évidemment la charge globale est importante. Et ça peut se mesurer mathématiquement en calculant la surface qui se trouve sous la courbe dessinée par les différents points de charge. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais j'espère. Alors, donc ça, c'est les courbes qu'on a à l'appui. Donc, vous avez aux instants T, donc à l'atterrissage, 0, 25, 50, 75% de la phase d'appui, puis on peut vous montrer le soutien. Donc, vous voyez que si on compare le sol dur au sol souple, on a plus d'extension sur le dur en fin de phase d'appui. Mais si on veut avoir une idée un peu générale, donc on mesure les airs sous la courbe. Donc, ici, la surface bleue, puis après la surface rouge. Et ça permet de les comparer. Donc, ça donne une moyenne, en fait, de l'extension en phase d'appui. C'est ce qu'on appelle les charges globales. Voilà. Alors après, donc, les chevaux, ils vont toujours être représentés comme ça. Donc c'est des squelettes. Hein, donc les traits, c'est des os. Et puis les points, les ronds, c'est les articulations. Donc vous voyez que vous pouvez détailler le postérieur d'un côté et l'antérieur de l'autre avec l'articulation de la hanche, du grasset, etc. Et donc on a fait des mesures de protraction qu'on va appeler l'engagement pour le postérieur. Donc on trace une droite verticale de l'articulation de la hanche jusqu'au sol. Puis après on trace une droite qui part de la hanche jusqu'à la couronne. On mesure cet angle-là au moment où le cheval pose le pied au sol. Donc on fait ça derrière, c'est l'engagement. Et on a fait ça aussi devant, donc on appelait ça l'embrasser. Puis après, on a fait la même mesure que lorsque le cheval quitte le sol, c'est la rétraction, donc jusqu'où le cheval va derrière. Donc on prend les mêmes points de base, hein, la hanche et l'épaule, d'accord ? Et puis après, là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc on va vous présenter l'ensemble des résultats. Donc si on compare la première ferrure avec la troisième ferrure, vous voyez qu'à l'atterrissage, à 0%, il y a plus d'extension, puis après à 4%. Enfin, vous inquiétez pas, on va essayer de faire un peu plus simple pour vous. Vous aviez peur, hein ? Personne n'est parti, c'est bon. Alors, les mouvements de flexion et d'extension, donc c'est pas compliqué. Un cheval à l'appui, les articulations sont globalement toutes en extension. Et quand le cheval saute ou saute en l'air ou ce que vous voulez, ils sont en flexion. Donc c'est ça, hein, extension, flexion, dans votre tête. Si on ne s'en rappelle plus dans quel sens les articulations se plient, on s'imagine un cheval qui part de l'appui et qui saute l'obstacle. Là, il fléchit ses articulations. S'il atterrit, il les étend. Okay ? On a choisi des codes couleurs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va vous présenter des résultats où on compare une situation A, un type de sol ou une ferrure, à une autre situation. Et quand une articulation est colorée en rouge, ça veut dire qu'on a plus de flexion. En jaune, pardon. Ça y est, je me suis trompé. Donc, quand une articulation est colorée en jaune, ça veut dire que dans la situation A par rapport à la situation B, on a plus de flexion. Ici, par exemple, du grasset. Ici, du boulet postérieur. Donc, la situation de départ, c'est les pointillés. Et ici, par exemple, du coude. D'accord ? Donc, jaune égale plus de flexion. Au soutien, on peut aussi parler qu'on a plus de flexion, mais on se disait que c'était mieux de dire qu'il y avait moins d'extension. Plus de flexion égale moins d'extension, ça va, tout le monde suit. Et donc on peut avoir moins d'extension du grasset, ou bien du carpe, ou bien encore du boulet antérieur. Okay ? On passe à la couleur rouge. Alors rouge, vous devez vous rappeler, rouge ça craint un peu, donc rouge ça veut dire qu'il y a plus d'extension. Donc quand une articulation est collée en rouge, dans la situation A par rapport à la situation B, ça voudrait dire qu'il y aura plus d'extension. Ici, plus d'extension du boulet postérieur. Ici, plus d'extension du coude, ou encore plus d'extension de l'articulation de la hanche. Et puis au soutien, la même chose. Le rouge veut toujours dire qu'il y a plus d'extension, mais au soutien, on dit qu'on parle plutôt de plus ou moins de flexion. Donc là, ça voudrait dire qu'il y aura moins de flexion. Donc par exemple ici du coude, ou encore au niveau du grasset. Donc, pour résumer l'affaire, voir s'ils ont bien compris, donc quand c'est coloré en rouge, ça veut dire qu'il y a plus de... J'entends rien. Quand une articulation est colorée en rouge, ça veut dire qu'il y a plus de... Bien. Ou moins de... Action. Et quand une articulation est colorée en jaune, ça veut dire qu'il y a plus de... Ou moins... Bon, normalement, on devrait s'en sortir. Donc s'il y a plus d'embrassés sur l'antérieur, il y aura la couleur rouge dans le sens de la situation A par rapport à la situation B. Ça devrait aller, c'est dans le sens où ça va. Et puis si vous avez plus de charge globale d'extension, donc vous vous rappelez les histoires d'air sous la courbe, on garde la même coloration quand même. Parce que Denis voulait changer, mais je lui ai dit non, on va rester simple.
Et pas donc, toujours le quand c'est prendre. coloré en rouge, il y a plus d'extension du grasset, hein, donc globalement. OK? Donc, je recommence pas, mais vous vous rappelez bien que jaune, c'est plus de flexion, et rouge, c'est plus d'extension. Et puis après, on fait que de regarder un dessin animé. Vous allez voir, c'est assez drôle. Allez, à toi, Denis. Donc on va commencer. Alors à chaque fois c'est une comparaison, hein. C'est parce qu'on n'a pas de point zéro évidemment, puisque il n'y a pas de point de référence. Hein. Le cheval il est des fois ferré comme ci, des fois ferré comme ça, des fois sur le dur, des fois sur le mou. Donc on compare toujours deux choses entre elles. En l'occurrence, on va commencer par le sol dur et le sol mou, hein, donc le sable et le sol dur. Hein, et les mesures sont prises à 0% de l'appui, c'est-à-dire quand le membre touche le sol, premier contact, à 25% de l'appui, hein, vous comprenez, c'est dans le temps d'appui, hein, à 50% de l'appui, c'est la phase intermédiaire de l'appui, c'est là où la charge est maximum sur les membres antérieurs en tout cas, hein, 75% de l'appui, et 100% de l'appui, c'est quand le membre quitte le sol. Mais à 75% de l'appui, vous avez vu dans les premiers, donc 0, 25, 50%, il n'y a pas énormément de différence. Par contre, à 75% de l'appui, eh bien, il y a clairement plus d'extension du boulet. Autrement dit, le boulet est plus bas à 75% de l'appui. Sur le dur par rapport sur au le dur, sable. bien sûr, sur le dur par rapport au sable, hein, vous le voyez. Hein, et on a toujours mis les marques à droite pour qu'on arrive à se repérer. Donc on va ne faire que comparer le sol dur par rapport au sable. Hein. C'est ce qui se passe sur le dur par rapport au sable. On aurait pu faire l'inverse, mais on est parti comme ça. Donc sur le sol dur, eh bien, effectivement, à 100% de l'appui, il y a plus d'extension des boulets sur les antérieurs comme sur les postérieurs. Ensuite, au soutien, eh ben, on a plus de flexion du boulet antérieur. Hein, donc on passe d'un extrême à l'autre, hein, si on veut. Oui. Hein. Parce que c'est jaune, c'est plus de flexion. Parce que c'est jaune, il y a plus de flexion de l'antérieur. Par contre, il y a moins de flexion au niveau du jarret et au niveau du grasset, parce que c'est rouge. Hein, donc le membre reste globalement plus tendu pendant la phase de soutien. Hein. Après, à 50% de la phase de soutien, hein, tout le monde sait hein, que la phase de soutien, c'est quand le membre est en l'air. Hein, et bien, il y a plus de flexion du boulet antérieur et de l'épaule. Hein, et par contre, ben, il y a toujours moins de flexion sur le postérieur, mais là, à ce moment-là, c'est au niveau du boulet. À 75%, il ne se passe pas grand-chose. Et par contre, ben, il y a plus d'embrassé antérieur, sauf quand on le compare avec le fer à l'envers. Et puis, il y a une rétraction, il y a moins de rétraction, hein, donc le pied reste moins derrière sur le sol dur que sur le sable. Et globalement, eh ben, la charge est plus importante quand on calcule l'air sous la courbe, hein, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Eh ben, la charge est plus importante au niveau des boulets. Il y a donc plus d'extension du boulet antérieur comme du boulet postérieur sur le sol dur quand on le compare au sable. Et donc là, c'est la petite synthèse. Donc, on vous a déjà tout dit. Donc, plus d'extension globalement des boulets sur le dur. Quand le cheval quitte le sol au soutien, eh bien, devant, ça plie plus, mais derrière, ça reste étendu. Donc, il y a du rebond devant et il n'y en a pas derrière. C'est intéressant parce que Nathalie nous a déjà dit des trucs qu'il y avait des différences entre les antérieurs et les postérieurs. Après, ben, on reste sur le dur. Hein. Donc, on va comparer l'influence de la modification de l'angle plantaire. Alors, on a comparé l'acier plat avec la talonnette. On n'a rien trouvé. Donc, on vous en fera cadeau. On a comparé l'acier plat avec la pinsonnette. On n'a rien trouvé non plus. Et entre les deux opposés, hein, la pinsonnette postérieure et la talonnette postérieure, eh ben, on a trouvé des trucs. Donc, on va vous faire voir ça. Donc, on vous laisse découvrir. Donc, vous voyez, pour savoir où on en est, on regarde le petit cheval en haut. Hein. Ça nous donne le temps de l'appui, le temps du soutien. Hein. Et donc, vous voyez que là, à 25%, il y a plus d'extension du jarret. Bon. Là, c'est emmerdant, parce qu'avec la pinsonnette postérieure, il y a plus d'extension du boulet postérieur. Bon. C'est-à-dire que le boulet est plus bas. Donc, vous levez votre l'extension, c'est une descente du boulet, voilà. Contrairement à ce qu'on attendait. Et puis là aussi, à 100%, ben, c'est pareil, il y a plus d'extension du boulet postérieur. Okay, ça vous en bouche un coin. Hein. Et bon, on n'est pas les seuls à l'avoir démontré, il y a une étude qui a déjà montré ça. Et donc la synthèse, eh bien, contrairement à ce qu'on pensait au début, quand on lève la pince, on descend plus le boulet, ou à l'inverse, si on monte le talon, on a observé qu'on montait plus le boulet. Donc l'influence dans le sable de la couverture des ferrures orthopédiques usuelles
postérieures, hein, toujours, on ne change que les postérieures. Hein, et ce qui est important aussi, c'est le nombre de différences qu'on peut voir et à quel endroit. Hein, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'à l'appui, il y a un nombre considérable de différences entre les différentes couvertures, hein, beaucoup plus qu'au soutien. A priori, le changement de couverture n'influence pas énormément le geste au soutien. Par contre, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que les différences de couverture sur le sable influencent, les différences se situent majoritairement dans la partie proximale du membre, dans les articulations hautes. Hein, on voit que l'articulation de la hanche, c'était 36 différences, Grasset 19, etc. Donc c'est au niveau des articulations hautes qu'on a pu observer le plus de différences. Donc on a comparé le fer en œuf postérieur avec l'acier plat postérieur, toujours comparaison 2 à 2. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Et bien, à 25% de l'appui, hein, quand on n'affiche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative. Hein, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de différence, on relève. C'est pour ça que la différence entre un extrême et l'autre, quand Sébastien disait qu'il n'y avait pas de différence entre le plat et la talonnette, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative. Hein, il faut une pinçonnette d'un côté et puis une talonnette de l'autre, là on va trouver des différences. Hein, sinon c'est pas significatif. Donc le fer en œuf, lui, il va provoquer par rapport à l'acier plat, il va provoquer plus d'extension du grasset, hein, et plus d'extension de la hanche. Et en fin d'appui, on va avoir plus d'extension des boulets postérieurs uniquement. Hein, et à 100% de l'appui, plus d'extension de la hanche et plus d'extension du boulet. Au soutien, pas de différence notable. Hein, et la charge globale, quand on la calcule donc sous la courbe, elle se situe au niveau de la hanche. On va avoir plus d'extension de la hanche avec le fer postérieur par rapport le fer en œuf postérieur par rapport au fer plat. Donc en gros, le fer en œuf postérieur, ça mobilise surtout la partie haute du membre postérieur en créant plus d'extension. La hanche se fait plus grande. Alors là, on va comparer la pince couverte postérieure avec l'acier plat postérieur. Donc ça, qu'est-ce qui se passe sur les boulets? Eh bien, à l'atterrissage, il y a moins d'extension du jarret. Bon, intéressant. Et puis après, on attend, et puis merde, on n'a rien trouvé. Donc on est un peu déçu, mais enfin globalement, il n'y a pas de variation significative en dehors de du petit défaut d'extension du jarret entre la pince couverte postérieure et l'acier plat postérieur. Donc si on compare le fer en œuf postérieur avec... Fer à l'envers. Le fer à l'envers, ça y est, je n'ai pas décollé du fer en œuf. Le fer à l'envers postérieur par rapport à l'acier plat, hein, on va trouver, dès l'atterrissage, dès le premier contact, on va trouver plus d'extension du boulet sur le postérieur et plus d'extension de l'épaule et du coude sur l'antérieur. Hein, à 25% de l'appui, on va avoir moins d'extension du jarret. 50% d'appui, plus d'extension de l'épaule, que je ne me trompe pas trop quand même. Hein, et puis au niveau du fer postérieur, du fer à l'envers postérieur, il y aura plus d'extension du coude et de l'épaule en fin d'appui, pratiquement en fin d'appui, et complètement en fin d'appui, c'est uniquement plus d'extension de l'épaule. Rien de significatif pendant le soutien. Par contre, on va avoir plus d'embrassés, autrement dit, une protraction plus importante avec le fer à l'envers postérieur. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que le fer à l'envers, bon, il met un petit coup de frein, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il crée de l'extension du coude et de l'épaule. Donc il agit, vous retournez vos fers derrière, c'est devant que ça se passe. C'est sympa, quoi. Donc là, on les a comparés après 2 à 2. Hein, donc on a pris l'œuf et puis on a regardé par rapport à la pince couverte. C'est-à-dire, est-ce qu'on a essayé de regarder si vraiment par rapport l'un entre l'autre, on retrouvait les mêmes choses. Hein, est-ce que l'œuf continue à agir, même si on le compare avec une pince couverte, sur la partie autre? Alors on vous a fait grâce un peu de tous les défilés. Donc on a gardé les synthèses, c'est-à-dire sur les charges globales d'extension. Donc vous voyez que le fer en œuf postérieur crée globalement plus d'extension du grasset et de la hanche. Donc globalement, il continue par rapport à la pince couverte à faire la même chose.
Après, on a comparé le fer à l'envers postérieur. Vous vous rappelez que tout à l'heure, par rapport à l'acier plat, il créait une extension de l'antérieur de la partie haute. Donc on a regardé par rapport au fer en neuf, la différence entre les deux, c'est qu'il est couvert, il y a quelque chose en pince ou il n'y en a pas, en gros. Et bien là, donc, on vous fait grâce de toutes les intermédiaires. Ben, globalement, qu'est-ce qui se passe? Plus d'extension de l'épaule, vous voyez ici, avec le fer à l'envers postérieur par rapport au fer en neuf. Donc le fer à l'envers postérieur, il a quand même une vraie importance sur l'antérieur. Oui, c'est ça, c'est sur l'intérieur qu'il a vraiment une importance. Alors là, les deux ennemis jurés, là, le fer à l'envers et la pince couverte, là, eh bien, que se passe-t-il? Ah, c'est encore bizarre. Il n'y a pas de différence derrière. Et notre fer à l'envers fait encore des siennes avec son coude et son épaule. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Moi, j'avais prévu de faire une traduction en québécois pour... On a eu ben du travail avec tout ça, mais on a aussi eu ben du fun. On disait que pour Claude, on lui dirait bien que si jamais il veut augmenter ses notes en dressage, il fait du dressage, et ben devant, s'il veut qu'il jette la patte, le cheval, il met un fer à l'envers derrière, et il le met à la retourne. Et puis, si jamais il a une de ses copines là qui vient et son gars, il est parti depuis longtemps, elle veut se faire balloter un peu, et il y a deux options. Alors, soit il lui fait un enfant tout seul, ou bien il lui met un enfant de la poule sur le pied postérieur, un nec barchou, un enfant de la poule sur le pied postérieur. Et du coup, elle va se faire balloter un peu les fesses avec son cheval. Et puis bah, si le lendemain des key meetings... On est en train de le perdre. Si le lendemain des key meetings, il a mal à la tête, il enlève les fers à l'envers postérieur et il met un acier plat ou une pince couverte, parce que sinon ça va pas faire. Donc... voilà. Bon, reprenons un peu les choses sérieuses. L'influence du déferrage en comparaison du déferré postérieur avec un acier du déferré postérieur avec l'acier plat postérieur. Donc, avec l'acier, quand on compare, le déferré postérieur, il va provoquer plus d'extension de la hanche et moins d'extension du carpe au moment du posé. 25% de l'appui, ça va être plus d'extension et du grasset et de la hanche. 50% de l'appui, on va avoir plus d'extension du grasset, de la hanche sur les postérieurs et du carpe et du boulet sur les antérieurs. Plus de descente du boulet sur les antérieurs. Et 75% de l'appui, toujours plus d'extension de la hanche et du grasset, mais plus de flexion de l'épaule. Ou moins d'extension, Denis, tu m'as dit. Moins d'extension. Oui, moins d'extension, je voulais dire, mais c'est la même chose, mais là c'est vrai. Donc plus d'extension de la hanche au moment de quitter le sol et plus d'extension du boulet aussi, du boulet antérieur. Pendant le soutien, il y a moins de flexion au niveau du grasset au début de la phase de soutien et de même à 75% de la phase de soutien. C'est la même chose. Et donc sur la synthèse, globalement, plus d'extension, si vous enlevez les pieds, les fers derrière, vous aurez plus d'extension du grasset et de la hanche, mais aussi du boulet antérieur. C'est sûrement une conséquence. Si le cheval il pousse plus derrière, enfin on pense qu'il pousse plus, il va appuyer plus sur son antérieur. Par contre, il y aura plus de flexion du carpe. Donc là, maintenant, on va comparer enlever les fers derrière ou enlever les fers devant. Quelle est la différence entre les deux? Donc on va vous présenter juste la synthèse. Donc le déferré postérieur, il fait encore des siennes sur le postérieur, extension du grasset et de la hanche, comme on a vu tout à l'heure, et puis il descend le boulet antérieur, donc il charge plus aussi le boulet antérieur. Par contre, il charge moins le carpe et l'épaule, et parce qu'on peut aussi faire ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand c'est jaune d'un côté, ça devient rouge de l'autre, on est d'accord? Donc globalement, le déferré postérieur crée plus d'extension sur le grasset et la hanche. Le déferré antérieur crée plus d'extension sur le coude et de l'épaule. C'est sympa comme truc. Donc chacun fait son rôle, mais globalement en extension, et plutôt sur les parties hautes du corps. Là, c'est pour toi, Denis. Donc on compare le déferré antérieur avec le déferré des 4. On n'a pas grand-chose à l'appui. Il n'y a qu'au soutien qu'on va se retrouver avec plus de flexion du boulet postérieur.
au début du soutien. Et puis c'est à peu près tout. Donc là, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas grande différence entre le déféré des 4 et le déféré des antérieurs. Et là, après, on va comparer déféré des postérieurs avec le déféré des 4. Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plus d'extension du boulet, du grasset, du carpe. Là, il se passe beaucoup plus de choses et sur les postérieurs. Et puis sur les antérieurs, on va avoir moins d'extension de l'épaule et plus d'extension du boulet, plus de descente du boulet. Toujours la même chose, hein. Toujours la même chose. Je ne sais pas si c'est plus clair quand on fait un coup à droite, un coup à gauche, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut quand même pas perdre de vue que c'est la même chose, quoi. Quand on a plus d'extension à droite, on a moins d'extension à gauche. Normal. Et donc, au soutien, en fait, le déféré des 4... Au soutien déféré des 4, on va avoir moins de flexion de l'épaule. Et ça... Et moins de flexion du grasset aussi pendant la deuxième partie de la phase de soutien. Donc si on veut faire la synthèse du déferrage rapidement, déféré postérieur, ça crée surtout, c'est lui qui crée le plus de différences significatives par rapport à toutes les autres ferrures, si on le compare. Et donc ça crée plus d'extension du grasset et hanche globalement, et plus d'extension du boulet antérieur, parfois aussi du boulet postérieur, mais ça agit aussi devant. Par contre, quand c'est déféré des 4, on a plus d'extension de l'épaule, en gros. Ça s'isole comme ça. C'est-à-dire qu'un déféré des 4 va avoir une épaule un peu plus étendue, à la fois à l'appui et à la fois au soutien, si on veut retenir un peu les grands écarts. Donc au niveau de la discussion, c'est sûr qu'il nous manque alors des analyses interphalangiennes distales. On a eu du mal à coller des repères et ça tenait pas. Enfin bref, on a abandonné. On n'a pas analysé encore, on n'a pas encore analysé ni le dos, puisqu'on a mis des repères plein de dos, ni les cervicales. On n'a pas réalisé, faute de répétabilité suffisante, les mesures sur ces articulations. Et puis, oui, c'est ça, en plus, on l'a pas. C'était un peu compliqué. Le résultat au pas sont proches de ceux au trot. Parce que là, globalement, on vous a montré le trot, mais le pas, c'est la même chose et il y a moins d'effets. Encore, toutes les tendances sont les mêmes. Mais globalement, il y a encore moins d'effets sur la partie basse du membre au pas qu'au trot. Alors, les résultats observés, ce sont des effets flash, c'est-à-dire que ce sont des effets qu'on a constatés immédiatement après la ferrure, sachant qu'un cheval, il s'adapte assez vite au changement d'environnement, pour parler global. Donc, ce qu'on a observé, c'était tout de suite derrière. Et ça peut changer les choses si on avait observé dans les jours qui suivaient. Et puis, les vitesses à étudier sont lentes, et puis c'est pas vraiment proche de l'utilisation du cheval qui va tourner, qui va aller vite. Et là, c'est des vidéos, au contraire, à grande vitesse. On n'a pas mis de marqueur et donc on ne peut pas mesurer. Mais on voit quand même, au niveau des épaules, des grosses différences. En plus pour ceux qui ne l'ont jamais vu, cette vidéo, on a donc un déféré des 4 et un ferré des 4. Et on voit que les hauteurs de passage de l'antérieur droit par rapport au gauche à l'appui sont très différentes d'un côté à l'autre. On voit que les extensions, l'effet de fléau, donc du pied sur le ferré, sont plus importantes. Donc il y a plus d'extension du boulet avant le poser du pied. Mais aussi la différence d'angulation de l'épaule est assez visible quand même. Mais ça, c'est vrai qu'on l'a vu qu'une fois qu'on a eu fait cette étude, on a dit, tiens, on va regarder ce qui se passe à grande vitesse. Et on a repassé ces vidéos-là. Et donc en fait l'étude, ça nous a permis de nous dire que quand on a regardé ça il y a 2 ans, on se disait c'est le bas qui change. Donc vidéo de gauche, il passe plus bas que vidéo de droite, c'est pour ça qu'on les défère. Mais on peut quand même se poser la question si c'est pas parce qu'il monte plus son garrot, donc s'il n'a pas plus d'extension en fait, puisque tout à l'heure, si vous avez bien retenu, on vous a parlé qu'il y avait plus d'extension globale de l'épaule à l'appui et au soutien quand le cheval était déféré des 4. Et c'est vrai que si vous levez les yeux du sol, vous remontez, eh bien, disons qu'il bouge beaucoup plus son garrot déféré des 4 que s'il est ferré. Donc il passe peut-être plus bas parce qu'il monte plus son membre en partie haute. Voilà. Donc ça veut dire que les maréchaux, ça agit bien plus que sur la partie basse du membre, ça agit aussi sur la partie haute.
Donc, en conclusion, le caractère même du sol, hein, qu'il soit pénétrant ou pas, ça agit énormément, mais surtout sur les boulets, hein, et avec au soutien une histoire de rebond, d'élasticité. Là, à ce moment-là, les ligaments remplissent pleinement leur action élastique et font ce qu'on trouve en extension à l'appui, on le retrouve pratiquement en flexion au soutien. Oui, mais ça, c'est sur les antérieurs. Vous voyez que sur les postérieurs, ça reste étendu. Non. Hein, les modifications de l'angle plantaire sur le dur agissent sur le boulet postérieur, pas dans le sens qu'on attendait. Hein, et en fait, ça agit relativement peu sur le jarret. Hein, la ferrure influence surtout les articulations hautes, hein, et 4 fois plus dans la phase d'appui que dans les phases de soutien. Les ferrures les plus influentes dans le sable sont des ferrés à l'envers, le fer à l'envers, hein, et puis ensuite le fer postérieur. Hein. Dans le sable, le fer en neuf postérieur influence plus le postérieur, alors que le fer à l'envers va influencer davantage l'antérieur. Ça, c'est quand même des choses qui sont assez surprenantes dans l'observation. Donc si vous voulez réviser ce soir, on vous donnera la bibliographie. Et alors, donc vraiment, la partie remerciement, elle nous tient vraiment à cœur. Donc, on a été aidé dans la mise en marche de l'étude par l'équipe du Royal College. Donc, encore une copine à Denis, Renate Veller, et puis son mari, Thilo Pfau, et puis on a eu Diana Salazar qui a commencé à dépouiller. Après, on a nos 3 mousquetaires nantaises, les étudiants de Thésarde, Faustine, Perrine, Marielle, qui vraiment sont les petites abeilles là, qui travaillent beaucoup. Et donc, vraiment un grand merci à elles. Caroline Tessier, qui est la prof qui les supervise. Et puis après, nos copains maréchaux, donc Antoine, qui n'avait pas pu venir, il n'a pas pu, mais qui nous avait filé les fers. Donc, merci à lui et à sa société. Luc Leroy, Patrick Dauphémont, Jean-Yves Cosnefroy. Denis, il était réalisateur, mais de toute façon, il est là. Donc voilà. Et puis, les propriétaires des chevaux, et puis l'entraîneur qui a bien voulu nous faire trotter son cheval à fond la caisse. On vous remercie. Et puis, c'est pas la peine de me remercier, parce que de toute façon, c'est tellement un plaisir de travailler avec toi. Que...